notre premier panel, puisque comme je vous l'ai annoncé en début de cette conférence, et comme vous pouvez le voir sur le programme, nous allons naviguer à travers trois secteurs essentiels pour parler de l'industrie 4.0. Nous commencerons par le secteur agroalimentaire, ensuite le secteur automobile, pour finir avec le secteur de l'énergie. Alors, le panel va se dérouler de la manière suivante. Nous avons dans ce panel-là, je vérifie, 3 personnes qui sont avec nous dans la salle et qui vont nous rejoindre sur le plateau, et 2 personnes qui seront avec nous en distanciel pour répondre à mes questions. Je vais donc, pour ce premier panel concernant le secteur agroalimentaire, vous demander d'accueillir sur le plateau Mehdi Bensouda de SEW Eurodrive, qui va me rejoindre. Et voilà, il est en train d'arriver, directeur général de SEW Eurodrive, Maroc. Voilà, installez-vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Encore une fois sur le plateau, c'est Ahmed Daoudi, directeur de recherche et développement de Koutoubia, opérateur majeur industriel au Maroc, d'élevage, de transformation et de distribution de viande. Et c'est Hamid Felloun, président de la FENAGRI, qui est la fédération marocaine du secteur agro. Vous êtes directeur, pardon, excusez-moi. Je vous ai fait monter en grade. Il y a pire. Merci d'être avec nous sur le plateau. En distanciel, et nous allons vérifier tout de suite qu'ils sont avec nous. Un de vos collègues, si Bensola, Dominique Yegan, ou Jegan, excusez-moi, de SEW Eurodrive. Dominique? Yes, hello. Hey, can you hear me? Yes, perfect. Okay, so thank you for being with us today. Thank you also for joining and for having me. Thank you. Invité. Le deuxième orateur. C'est Monsieur Bart Demecht de Siemens. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Tout va bien? Super, merci pour l'invitation. Bien, bah merci à vous tous d'être avec nous dans ce format un peu spécial, mais qui encore une fois se prête aux circonstances. Je vais faire du mieux possible pour que ce panel se passe de la manière, la meilleure des manières et la manière la plus fluide. L'objectif, c'est que, ben voilà, on est dans les temps, hein. Il est 13h56, on a même un peu d'avance, donc tout va bien. L'objectif, c'est qu'on finisse ce panel à 15h. Donc je compte sur vous, messieurs, par rapport à ce que je vous ai demandé, à savoir respecter vos temps de parole. Mais bon, il y a beaucoup de questions extrêmement intéressantes, et on va essayer de définir un certain nombre de concepts qui peuvent être adaptés dans le cadre de l'industrie 4.0 au secteur agroalimentaire. Alors, je commence avec vous, Monsieur Bart. Vous êtes expert en transformation digitale au sein de Siemens Digital Industry. Alors, Siemens, qu'on ne présente plus, vous pourrez le faire, mais qui est leader en termes d'innovation et de technologie en matière d'automatisation industrielle et de digitalisation. Alors, j'aimerais commencer par la définition d'un concept qui est utilisé dans certaines industries, notamment l'industrie automobile, qu'on verra tout à l'heure. C'est le jumeau digital, le digital twin, qui est une copie virtuelle qui s'insère dans la chaîne de valeur industrielle. Aujourd'hui, est-ce que c'est un concept qui est, je le répète encore une fois, qui est utilisé dans l'industrie automobile, hein, et qui permet de tester au niveau de la conception et même au niveau du développement d'un modèle, d'un prototype et d'économiser un certain nombre de process? Est-ce que le digital twin peut être appliqué dans le secteur agroalimentaire? C'est une bonne question, et c'est correct qu'il y a des industries qui se sont déjà adaptées rapidement. Pour l'industrie automobile, ceci est complètement pas nouveau. Ils l'utilisent déjà pendant des décennies. Mais naturellement, en Food and Bev, on n'a pas les mêmes degrés de liberté pour des installations. En automobile, chaque 5 ou 7 ans, on a la possibilité de réintroduire de nouvelles technologies. Donc, en Food and Bev et la plupart des autres industries, le cycle de vie d'une installation est beaucoup plus long, ce qui fait qu'on n'a pas cette même degré de flexibilité. Mais avant de savoir et de faire le zoom-in sur l'un ou l'autre, peut-être qu'il faudra une fois revoir la définition d'un digital twin.
Oui, une représentation une copie virtuelle du produit, mais aussi bien de la production et aussi bien de la performance. Et ça, c'est en fait les trois catégories qu'on voit. Et pour faire un petit le zoom-in, avoir un exemple d'un product twin, un digital product twin dans le agroalimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est typiquement ma produit final, c'est-à-dire aussi la liste de datasets nécessaires. Alors, les recettes nécessaires qui contiennent les nutriments, qui contiennent les allergènes, etc. Mais aussi le contenant du produit, c'est-à-dire la bouteille qui va avec le labeling, le packaging. Ce sont en fait tous les produits autour de mon produit final. Et ceci peut être relativement facilement transmis ou converti vers une version virtuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà assez souvent. Mais un digital twin est une modèle, est alors la base pour aussi simuler et prendre des décisions d'une manière virtuelle sans avoir vraiment le produit juste à côté. Et ça, c'est un des prérequisites d'un digital twin. Donnez-moi la flexibilité de prendre des choix, de valider mes investissements à prendre pour accélérer et augmenter ma performance. Maintenant, une deuxième catégorie dans le digital twin, c'est le digital production twin. Et ça, c'est en fait le copie virtuelle de l'usine qui est capable de produire ces différents produits qu'on a juste mentionnés. Ici, je veux être certain de les actions que je prends. Alors, je veux être certain que mes lignes de production sont capables d'avoir un certain output avant de le construire. Et de nouveau, ici, le Digital Twin va vous aider à valider ces différents investissements. Est-ce qu'il faudra des machines plus rapides? Est-ce qu'il faudra des gens supplémentaires, des shifts différents, etc., etc. Ce sont ce qu'on appelle des what-if scénarios. J'aimerais bien de valider tout en avance pour être capable de déjà optimaliser avant la vraie production. Mais maintenant, et la dernière catégorie, c'est le Digital Performance Twin. Là, c'est typiquement, on regarde une installation existante qui va aujourd'hui créer énormément de données. Tout le monde a pas mal de données, mais ils ne savent pas convertir ces données vers des améliorations directes. Oui, on fait des dashboards, mais il y a une grosse différence entre avoir des données brutes et avoir des actions d'amélioration connectées. Et ça, c'est la tâche d'un Digital Performance Twin. Alors, par exemple, si on parle de performance monitoring, on pourrait parler de condition monitoring, performance monitoring. Et il y a différents use cases au sujet de digitalisation, mais performance monitoring est un qui est relativement logique. On parle alors du OE. Et je peux aussi bien faire du monitoring d'énergie. Alors, pour regarder dans quel scénario est-ce que la production d'énergie sur la fermentation de ma bière est optimale pour prendre les bonnes décisions. Je pourrais aussi bien faire un monitoring de l'état de la dégradation de mes pompes et de mes assets le plus important. Et ça, c'est alors plutôt dans la direction de condition monitoring. Alors, il y a différentes sources dépendant du valeur qu'on aimerait bien d'atteindre. Est-ce que c'est le focus d'augmenter la performance, augmenter la flexibilité, augmenter la qualité? Pour tous ces use cases, il y aura un digital twin avec un accent un peu plus différent. Mais à la fin de route, un digital twin n'est rien d'autre qu'un modèle et qui est enrichi étape par étape. Il y en a beaucoup qui ont un peu peur pour démarrer, mais un modèle peut démarrer très simple et utiliser tout au départ pour optimaliser le design, après pour faciliter la mise en service, après pour entraîner les opérateurs, après pour optimaliser mes processus. C'est-à-dire, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas un travail perdu ou un travail qui ne sert qu'à remplir une certaine discipline. Je suis capable de réutiliser cet travail, cet effort au maximum du cycle de vie d'une installation complète. Et clairement, dans
agroalimentaire, 95% des use cases sont plutôt brownfield. Et ça veut dire que le focus sera surtout sur la partie de performance, le digital twin de performance. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Alors déjà, merci pour l'explication sur le Digital Twin. Donc on a bien compris qu'il y avait 3 types de Digital Twin. Un pour le produit final, le deuxième pour l'outil de production en lui-même, et 3 pour monitorer et améliorer, optimiser la performance. Alors vous avez parlé d'une autre notion qui sont les installations brownfield. Alors je ne me fais pas un apprenti sorcier, mais brownfield, c'est dans le lexique des systèmes d'information, c'est quand on vient mettre une couche sur quelque chose d'existant. Vous avez dit que dans le secteur agroalimentaire, on est essentiellement dans des installations brownfield. Bart, moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que la digitalisation, justement, peut contribuer à améliorer la chaîne de valeur de ce type d'installation brownfield, ou bien est-ce que c'est utile uniquement dans le cas d'installations nouvelles? Aussi, oui, bonne remarque, car c'est clair qu'il y a beaucoup qui pensent que ce n'est pas pour moi, car moi j'ai déjà une infrastructure existante. Et oui, un greenfield apporte la possibilité de travailler sur plusieurs domaines en même temps et d'attaquer différents aspects sur la chaîne de valeur et digitaliser à travers de la chaîne de valeur. Et c'est ce qu'on typiquement appelle aussi une vue holistique, ou parfois on dit aussi on a la possibilité d'avoir un digital thread autour de la chaîne de valeur. Mais et ça fait que je peux faire des gros sauts. Si j'ai un greenfield, je démarre de zéro, ben à ce moment-là, tous les datasets sont déjà digitales. Et j'aurai les dessins en 3D et je peux les animer et ça peut m'aider à mettre en œuvre et à contextualiser. Mais ça ne veut pas dire que, et il faut être honnête, aujourd'hui, 95% de tous les projets en agroalimentaire sont des brownfields. Ce sont des installations existantes qui, étape par étape, vont devenir plus grands et vont augmenter leur niveau d'automatisation et vont démarrer leur transformation digitale. Et ça veut dire que leur démarrage ne sera pas sur le design, typiquement, leur démarrage sera plutôt sur le Digital Performance Twin. Et l'idée, c'est qu'il faut alors trouver dans quelle partie de la chaîne de valeur qu'il y a un besoin d'optimisation. Pour vraiment trouver des bottlenecks et pas forcément ceux qu'on pense qui sont des bottlenecks. On voit beaucoup de clients qui travaillent de la même méthodique, mais Industrie 4.0, c'est juste voir où est-ce qu'il y a des possibilités pour optimaliser le workflow en entièreté et pas des tâches isolées. Alors, des vrais bottlenecks, mais aussi bien, par exemple, aller détecter des anomalies dans des unités par exemple, on a fait quelque chose dans l'agroalimentaire où on a pu détecter, grâce du intelligence artificielle, un comportement mauvais sur un équipement de refroidissement. Ça, c'est utiliser les données qui sont déjà là. On n'a même pas dû faire des extensions ou des mesures, ajouter des mesures nouvelles. Les mesures y étaient déjà par utilisage, un clever usage des données, on a pu résoudre des bottlenecks existants. Bien, Bart, constate oui, allez-y, je vous laisse finir. Générique. Oui, ce que on constate, c'est que l'infrastructure d'automatisme, typiquement, n'est pas encore optimalisée pour faciliter la digitalisation. Et ça veut dire que aujourd'hui, on voit que typiquement, il y a des choses hybrides qui fait que la tâche de les interconnecter, la tâche de créer des interfaces, faire une monitoring de performance, est rendu difficile à cause du fait que la manière dont on communique avec les équipements ne sont pas identiques. Alors, il y a un gros élément de standardisation qui aujourd'hui peut être déjà attaqué pour faciliter votre transformation digitale. Si vos différentes machines parlent, entre parenthèses, la même langue, et aujourd'hui, dans le marché, il y a pas mal de standards disponibles qui facilitent ceci. Il y a le OMAC,
il y a le PACML, il y a du OPC-UA. Ce sont tous des standards qui vous aident après à mettre en œuvre ces différentes use cases d'une manière très facile, sans effort supplémentaire. Alors, on reviendra dans Et ça quelques sont typiquement instants. les trajets qu'on fait. On reviendra, Bart, dans quelques instants, si vous le voulez bien. Ça sont les trajets qu'on fait ensemble avec les firmes et les entreprises agroalimentaires. Merci, Bart. On reviendra justement dans quelques instants sur les différents types de technologies dans lesquelles peuvent investir les entreprises du secteur agroalimentaire. Mehdi Bensouda, vous êtes directeur général de SEW Eurodrive Maroc. Alors, quand je vois la présentation de SEW Eurodrive, vous êtes spécialiste du mouvement et du transport et notamment aussi des solutions d'accompagnement de maintenance 4.0. On va justement parler de maintenance. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette maintenance nouvelle génération dans le cadre de l'industrie 4.0? Bonjour Faisal. Effectivement, si je peux paraphraser ce qu'a dit Bart, c'est qu'il y a un délai entre la prise de conscience de passer en industrie 4.0 et le temps nécessaire. Alors, je vais vous demander juste de mettre le micro bien devant votre bouche. Merci donc, pour paraphraser ce qu'a dit Bart, il y a un délai entre la prise de conscience de passer en industrie 4.0 et le temps nécessaire pour pouvoir l'implémenter et l'organiser. Donc, il a évoqué la partie Greenfield et Brownfield. Donc, les entreprises ou les industriels, lorsqu'ils ont investi, c'est difficile de revenir derrière, leur dire vous n'avez pas encore amorti votre investissement, mais il faudrait jeter tout ça et faire maintenant un nouvel investissement qui soit connecté, digitalisé. Et il y a un autre élément qui a été évoqué en introduction par notamment nos amis de la GIZ, c'est la partie formation. C'est-à-dire que les entreprises doivent recruter les bons profils pour pouvoir être à même à avoir les compétences locales pour pouvoir gérer l'information de l'industrie 4.0. Il y a aussi la partie réorganisation du travail, nouveaux process, etc. Donc, ceci est particulièrement vrai dans un marché comme le Maroc, où le niveau de maturité des acteurs est complètement différent. Donc, beaucoup, malheureusement, d'entreprises considèrent que l'industrie 4.0, c'est trop futuriste pour eux par rapport à leur réalité. Et donc, nous, chez SEW Eurodrive, nous sommes pragmatiques dans notre approche et on dit que la maintenance peut être le catalyseur vers cette transformation vers l'industrie 4.0. Alors, les deux types de maintenance qui sont connus, c'est la maintenance préventive et la maintenance curative. Et idéalement dans ce sens. C'est-à-dire, il faudrait, malheureusement, c'est un autre débat, beaucoup d'entreprises malheureusement ne font pas de prévention. Et donc, jusqu'à présent, la maintenance est considérée comme un centre de coût. Alors, c'est complètement faux. Et que dans l'usine du futur, la maintenance prédictive est ce que vous avez appelé la maintenance 4.0. C'est-à-dire qu'on doit être à même à prédire les moments d'arrêt, prédire à quel moment il va falloir faire une maintenance, à quel moment il va falloir changer l'huile, changer les éléments usuels, comme une voiture, en gros. Et c'est dans ce cas-là où il y a le pont avec le Digital Twin qui peut vous permettre aussi de prévoir ça. Donc c'est là où ce qu'a dit Bart, c'est ce qu'on appelle le conditional monitoring, c'est-à-dire on peut le faire du côté industrie 4.0, mais aussi on le fait du côté maintenance 4.0. Et donc nous, on insiste sur la partie maintenance parce que n'importe quelle entreprise a un département maintenance. Il suffit juste de lui donner les moyens de se développer. Et à partir de cette transformation interne d'organisation de travail, il sera dans le futur plus facile de digitaliser et de proposer des solutions de maintenance. Et donc, la maintenance prédictive devient un centre de profit parce qu'on sera capable d'anticiper les moments d'arrêt. Et donc, on le voit, il y a des clients qui ont du mal en disant « Ah, je dois changer le matériel, ça me coûte cher ». Mais que va coûter le changement contre un arrêt total de la production pendant 3 heures. C'est ça ce qui est important, c'est de migrer vers cette maintenance 4.0. Donc notre collègue Dominique, lui, il va donner un exemple de ce qu'on appelle le smart maintenance, c'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs à l'intérieur de nos équipements pour pouvoir anticiper, pour pouvoir prédire, planifier à quel moment il va falloir intervenir sur la ligne de production. Alors Dominique, justement, on va lui poser la question et il va nous détailler un peu tout ça. Dominique Yegan, are you listening to me? Yes. Yeah. All right. So we're talking right now about smart
Donc, aujourd'hui, nous parlons de la maintenance intelligente ou la smart maintenance. Aujourd'hui, on se demande pourquoi la smart maintenance devient de plus en plus importante. Merci. J'espère que vous êtes en train de voir l'écran que j'ai partagé avec vous. Nous avons des études très fiables pour savoir quels sont les besoins de marché quand il s'agit de digitalisation et numérisation. Aujourd'hui, il y a plusieurs études sur la numérisation et la digitalisation qui montrent que ce n'est pas seulement tout simplement une tendance. Mais les études, elles ont montré quelque chose en commun, c'est que certes aujourd'hui, ça représente une problématique pour le développement durable. Il y a plusieurs partenaires et instituts qui ont été partenaires dans cette étude et dans ce sondage. Et nous avons arrivé que aujourd'hui, 81% des sociétés qui ont été sondées, ils ont opté pour la maintenance préventive. Toutefois, seulement un petit nombre, ils ont vraiment des offres réelles et ils ont des offres réelles par rapport à la maintenance préventive. Un des éléments clés pour nous, c'est le conditional monitoring. C'est rendre les données opérationnelles une fois qu'ils sont obtenus auprès de la maintenance. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous décrire les solutions comme vu SEW que vous faites pour couvrir cette demande? Nous avons l'ensemble de notre offre sous l'appellation Drive Radar. Donc, Drive Radar, ça permet à nos clients d'observer et d'apprendre dans l'ensemble de ces radars qui servent comme étant des indicateurs. Et ça permet aux clients d'avoir une approche beaucoup plus préventive et proactive. Ça permet donc d'avoir l'autonomisation du service et à ce moment-là, ça permet une meilleure autonomie chez le client. Nous avons des solutions qui permettent de converger ces investissements en termes de bénéfices plus tard. Donc, pour chaque partie et pour chaque pièce, il y a bien sûr une certaine connexion qui se passe à travers les outils de sécurité. L'ensemble des clients, ils ont à la fois la possibilité, bien sûr, de connecter les données avec les indicateurs et ça va être fait avec une SIM card. À ça, en même temps, bien sûr, le fichier contient un certificat d'authentification et un backup un cloud au niveau de la partie hardware. Meilleur le système, de plus en plus, le système est fourni en temps réel, et moins d'informations va être traitées de façon manuelle. À titre d'exemple, au niveau 1, il y a par exemple visibilité, voir une idée sur ce qui se passe. Sur, par exemple, une unité industrielle, je vais avoir la température de l'huile, par exemple, sur une machine. J'ai l'ensemble des informations y afférentes. Le niveau 2, je vais avoir le niveau de la transparence, c'est-à-dire comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et le système va permettre d'évaluer que si la température elle est bonne ou mauvaise, et à ce moment-là, il va procéder si les valeurs standards elles ont été excédées ou pas. Et donc, il va y avoir une évaluation de la situation actuelle. Et le niveau 3, ça va être la prévention, ça va être un système proactif qui va permettre de prévoir quelles sont normalement les prochaines actions à entreprendre sur la base des températures qui ont été relevées. Comme on sait, chaque équipement, chaque machine a une montre de temps qui montre le cycle de vie. Et nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est savoir quand est-ce qu'on devrait intervenir et avoir un meilleur contrôle sur le potentiel technologique et technique. Juste pour finir avec vous, Dominique, merci infiniment pour ces clarifications. Quelle est la valeur ajoutée de SEW quand il s'agit de votre solution Drive Radar? Le client voudrait bien sûr accroître le niveau de productivité de sa maintenance.
Donc, la contribution de la maintenance dans le niveau de production, ça va au-delà de la disponibilité du système ou de l'équipement. Les challenges et les défis, ils sont de plus en plus importants et ça impacte et la productivité et la qualité. Chose qui va avoir un impact simultané sur la réduction des coûts. Donc, la collecte et la récupération de ces données va permettre d'avoir une meilleure performance. Et ça permet aussi une meilleure communication avec les clients. Ça va permettre d'avoir la durée de vie de cette huile et ça va permettre aussi d'avoir une meilleure analyse, par exemple des vibrations, du bruit, etc. Donc, à ce moment-là, nous allons savoir quelles sont les pièces qui devraient être changées, quelles sont normalement les espérances de vie, si je peux dire, de la machine et quelles sont les parties qui devraient être changées. Il va y avoir aussi une notification des changements critiques qui devraient être opérés via application mobile, smart, tablette ou autre. Ça permet aussi d'avoir accès à une application web à travers laquelle le client va recevoir l'ensemble des données du tableau de bord. Il va avoir aussi une situation au temps réel sur l'inventaire et autres. Et donc, nous, en tant que SEW, nous étions sollicités à résoudre le problématique rencontrée au niveau de cette application. Donc, cette maintenance permet à la création de la valeur déjà chez les partenaires et l'importance de la maintenance, à ce que ce soit non pas une maintenance à titre général, mais une maintenance payée pour le client. Connu, si Daoudi, vous êtes le directeur de recherche et développement de Kutsubiya, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes inscrit dans une démarche de digital manufacturing? Merci, c'est Faisal. Vous entendez? Oui, c'est bon. C'est bien. Merci Steve Faisal, donc, et merci aux organisateurs. Donc, le groupe Kutsubiya, comme vous le savez, c'est un gros opérateur marocain dans la transformation des viandes. Et on voit qu'actuellement, en termes de digitalisation également, ce volet de l'industrie 4.0, c'est quelque chose qui va en phase avec les évolutions actuelles au Maroc. Et on voit qu'en termes de productivité, c'est le point focal de notre business, c'est-à-dire augmenter la productivité en temps et également un gain de temps et la réduction également des coûts qui s'insèrent dans le cadre de nos préoccupations majeures, c'est la réduction des coûts et également augmenter cette productivité. Et face à ce constat, donc les dirigeants de Kutsubiya qui croient toujours en évolution et également au niveau des changements qui affectent le secteur dans sa globalité. Généralement, notre patron il dit trier. Lorsqu'on dit trier, c'est-à-dire c'est un changement sur lequel on n'a pas peur de l'entamer. Et Dieu sait qu'au Maroc, notre secteur, c'est grâce à Kutsubiya que l'industrie carnée, et elle a évolué d'une manière qui est spectaculaire, ça fait presque plus de 30 ans que ce professionnalisme, il a donné ses fruits et on ne doit pas toujours rester les mains croisées, on doit suivre les évolutions donc, technologiques de manière à pouvoir toujours être en phase avec ce qui se passe à l'étranger. Donc, c'est ce qui se passe à l'étranger, c'est un transfert des technologies. Nous, on a donc, puisque nous sommes la majorité de notre outil technologique, ça vient de l'Allemagne. Et Dieu sait que le berceau de la transformation de la viande en Europe, c'est l'Allemagne. Donc, on a opté pour suivre un petit peu ce qui se passe chez eux, surtout en industrie de viande, de manière à pouvoir apporter beaucoup plus d'éléments qui vont nous rehausser et relever un petit peu le standard marocain. Et comme a dit tout à l'heure Monsieur le ministre, il faut augmenter la productivité et être au service du client. Et là, le service du client, il faudrait donc apporter des éléments qui sont beaucoup plus importants. Et là, le groupe s'est donc fixé comme objectif une plus grande flexibilité pour répondre aux variations dans les demandes des clients, surtout en volume et également dans les types de produits, et avoir une traçabilité plus poussée
parce qu'également le système, il vous donne beaucoup plus d'éléments qui sont beaucoup plus tangibles dans le cadre de la traçabilité qui intéresse beaucoup plus le consommateur, et une réactivité et une adaptabilité concernant donc les demandes clients. Il faut donc qu'on anticipe ces demandes et être dans le stade de lui répondre à toutes ces exigences et en temps et en volume. Un autre élément qui est important, qui vient d'être signalé tout à l'heure par M. Bessouda, c'est en termes de production. C'est une optimisation des cycles de production. Et lorsque j'ai dit tout à l'heure, la majorité de nos machines viennent de l'Allemagne, avoir cette industrie 4.0, bien cette digitalisation, c'est d'être piloté en Allemagne tout en suivant, par exemple, les pannes qui s'opèrent au niveau de nos machines. Donc tout ça, c'est très important pour nous, de manière à pouvoir intégrer, être connecté dans ce monde de digitalisation. Et également, un point, tout à l'heure, j'ai dit en termes d'augmenter la productivité, c'est de la réduction du stock. Et c'est très important de manière à pouvoir réduire ces stocks, surtout soit stocks en cours, des matières qui sont en termes d'approvisionnement, et également en produits finis, de manière à pouvoir gérer le cycle de production. Et tout ça, ça va être piloté et maîtrisé grâce à ce volet de digitalisation. C'est pour cela que le groupe il a opté à changer de cap et d'avoir ce changement, ce trier sur lequel nos patrons y croient, de manière à pouvoir toujours rehausser le tissu industriel des viandes au Maroc vers le haut. Alors justement, vous êtes dans ce process de digitalisation. J'imagine que vous avez suivi des axes stratégiques bien précis. Est-ce que vous pouvez nous les donner? La stratégie que nous avons donc adoptée, c'est tout d'abord le post-Covid. Ce Covid nous a donné un élément très très important. Le mal des autres fait le bon des autres, par exemple, là c'est entre guillemets, c'est lorsque les gens ils étaient chez eux, il faut qu'ils soient donc alimentés. Et on a donc lancé, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le terme de commercial, il y a un changement. On a adopté le e-commerce dans notre approche qui est très importante. On a vu ces fruits, et les fruits de ces e-commerce nous a poussé à repenser en termes de changement organisationnel. Donc tout à l'heure, ça a été au niveau commercial. Et également, nous sommes dans un stade de l'organisation, surtout au niveau des ressources humaines, placer la bonne personne au bon endroit. Et c'est ces personnes qui sont donc suivies en termes de formation pour qu'ils soient en phase avec le volet de la digitalisation. Nous, dans le cadre de la digitalisation, on ne va pas mettre les gens à la porte. Non, on va faire un recyclage de ces personnes. Et tout à l'heure, en termes de la GIZ, nous sommes en cours de la formation des gens par le biais de la digitalisation en distanciel, ou bien on a appelé, nous, les blending learning, de manière à pouvoir être en présentiel et également à distance de ces différentes personnes, de manière à pouvoir être intégrés dans ce monde qui doit être changé. Donc, en termes d'organisation, nous, le groupe, il a donc maîtrisé et su avoir des éléments tangibles en termes de ressources humaines. Merci. Et ça va venir le volet également de tout à l'heure, ce qu'a dit M. Souda, en termes de la formation de nos personnes sur les machines qui soient pilotées à l'extérieur. Donc tout ça, il faut qu'il y ait donc des éléments qui sont... il faut qu'on soit en phase de ce changement. On y reviendra. Merci beaucoup, Sidi Aoudi. On va faire un point sur le secteur agroalimentaire dans sa globalité. Sifl Loun, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez donner un petit aperçu de la FEDAGRI, la Fédération nationale de l'agroalimentaire, et puis aussi un aperçu pour tous ces participants qui nous regardent du secteur agroalimentaire au Maroc? Merci, c'est Faisal. Donc, c'est bon? Est-ce que le micro de Sifl Loun fonctionne? C'est bon, allez-y. Merci, c'est Faisal. Donc, pour cette question, notre fédération elle a été créée pour représenter effectivement le secteur de l'agroalimentaire
marocain, et cela depuis maintenant plus de 2 décennies. Donc notre fédération travaille surtout sur des axes et des aspects transverses qui intéressent bien évidemment le secteur et dont l'objectif est d'améliorer cette amélioration continue de la compétitivité de l'entreprise agroalimentaire marocaine. Bon, le secteur, c'est un secteur, le secteur de l'agroalimentaire marocain est l'un des secteurs clés de notre industrie. Bon, il représente plus du 1/3 du tissu industriel national. Donc, il participe dans la création d'emplois. Actuellement, on est à plus de 27%, c'est-à-dire de contribution d'emplois dans le tissu industriel. Donc, également plus de 25% d'investissement industriel. Donc, c'est un secteur qui est très important sur le plan social, économique. Et d'ailleurs, la pandémie actuelle, il a mis en avant ce secteur-là. Les opérateurs que nous tenons à réitérer nos remerciements d'ailleurs, ils n'ont pas aménagé d'efforts pour vraiment assurer un approvisionnement régulier suffisant du marché local et d'assurer vraiment un approvisionnement régulier aux citoyens marocains. Il n'y a eu aucune rupture pendant le confinement, ni quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut signaler. Exactement. Voilà. Il n'y avait aucune rupture et il n'y avait aucun impact sur le prix aux consommateurs également. Donc, pardon, les entreprises ont assumé un petit peu le surcoût engendré par la pandémie, mais vraiment, le secteur il a assumé malgré l'impact sur le chiffre d'affaires et surtout le chiffre d'affaires de nos entreprises. Alors, c'est important de savoir aujourd'hui, avec tous ces ingrédients, ce que vous nous avez décrit comme situation, est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement dans le secteur agroalimentaire encore aujourd'hui, que ce soit des investissements nationaux ou des investissements étrangers, et particulièrement allemands? Merci pour cette question. Donc, bien sûr, le secteur présente un potentiel énorme et indéniable d'investissement. C'est-à-dire vraiment actuellement, il y a vraiment une marge très importante de développement de ce secteur. Si je cite que, c'est-à-dire, je signale que c'est-à-dire l'intégration, c'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire que l'intégration amont-aval, il y a une grande marge c'est-à-dire on a vraiment une production agricole abondante et de qualité. Et vraiment, le tissu industriel il est appelé à se développer davantage pour pouvoir capter et valoriser cette production. Donc, également, le plus important également, c'est que ce secteur-là, il dispose d'une feuille de route qui est claire, d'une feuille de route qui trace un petit peu et qui donne toute la visibilité à l'investisseur national et étranger pour investir dans le secteur. Donc, l'État il a mis en place pas mal d'incitations et de subventions et de facilités également fiscales à l'investisseur étranger et national pour investir dans ce secteur, sans oublier bien évidemment l'aménagement de tout ce qui est zone industrielle dédiée et de tout ce qui est, bien sûr, il a été cité par Monsieur le ministre dans l'intervention d'ouverture de cette conférence. Le Maroc, actuellement, c'est un marché qui est ouvert et il représente vraiment un hub pour l'Afrique, pour les États-Unis, pour d'autres marchés asiatiques et de MENA, pour tout investisseur, c'est-à-dire dans ce secteur au niveau national. Alors, merci Sifloun. On va retourner vers Bart qui était avec nous à distance. Alors Bart, c'est vrai que je vous ai interrompu tout à l'heure, mais c'est vraiment en lien et c'était important d'avoir le témoignage de Sid Daoudi à propos de Koutzoubi, qui est un opérateur majeur dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et qui a amorcé sa digitalisation. Bart, quelles sont les technologies que vous conseilleriez à justement des opérateurs dans l'agroalimentaire qui veulent entamer leur digitalisation? Ouais, c'est une question qu'on reçoit assez souvent en fait.
et les gens, ils pensent, oui, il faut que je fasse quelque chose avec du machine learning, car j'ai plein de données, etc. etc. Honnêtement, c'est la mauvaise question. Hein. Car il faut penser plutôt dans le domaine, OK, qu'est-ce qui m'apporte du valeur? Dans quel business case, dans quel use case est-ce que nous, on devrait investir? Ça sont les vraies questions derrière. Et souvent, on mélange, OK, ce n'est pas la technologie qui est primordiale, c'est la valeur ajoutée qui se trouve derrière. Et naturellement, il faut alors sélectionner, dès que le use case est bien connu, il faut sélectionner la technologie adéquate pour sélectionner et pour faire la démarche. Et que ce soit, on en a déjà entendu quelques-uns, que ce soit du condition monitoring, que ce soit par exemple du training virtuel, du mise en service virtuel, des simulations des recettes, des impacts des investissements pour faire des what-if scénarios, dans le domaine de qualité, dans le domaine de flexibilité. Ça sont les vraies questions. Mais comment alors lister ou comment identifier ces projets? Pour cela, il y a plusieurs méthodes. Parfois vous le connaissez très bien. Parfois, la qualité est primordiale et vous savez qu'il y a encore plein d'investissements nécessaires. Alors c'est clair, votre use case sera sur le domaine de qualité et on a entendu le scope de genealogy, tracking and tracing, qui est naturellement fort lié au aspect de qualité où typiquement je veux faire des mesures de qualité beaucoup plus proches, beaucoup plus près de la production et pas avoir un système avec des délais comme un système de qualité typiquement qui se fait dans un labo avec un délai derrière. Mais comment alors est-ce que je le détecte, ces différents projets? Il y a quelque chose comme par exemple on peut faire une approche top-down où on détecte voilà, quel est mon niveau de maturité aujourd'hui? Comment est-ce que moi j'interconnecte mon shop floor avec mon système ERP? Est-ce que ça se fait encore de manière manuelle, etc. Et ça peut définir la maturité actuelle où je me retrouve. Et cette méthode appelle ça un maturity assessment pour voir où est-ce que je me retrouve et après aller définir les projets nécessaires pour me donner et pour me pousser vers best in class. On a des projets qui appellent plutôt du value detection assessments, comment est-ce que je détecte du valeur. Et aujourd'hui, je pense que le buzzword utilisé, c'est plutôt du value hacking. Comment est-ce qu'on va une fois se mettre ensemble pour détecter les projets qui, avec des quick wins, sont capables de me apporter du valeur. Car clairement, il y a des industries qui ont des degrés de liberté, comme un automobile, mais prends par exemple un pharma, ils ont ils ont aussi quelques degrés de liberté si on regarde le coût et l'investissement nécessaire. Mais typiquement, dans un food and bev, tu veux te lancer dans un projet avec un coût minimal. Pour avoir de la preuve, typiquement on fait un proof of concept, mais le but derrière, c'est d'avoir un proof of value et d'être certain que ça marche dans votre approche. Et ça, c'est typiquement, mais ce qui est important et ce qu'on oublie un petit peu, c'est, oui, je peux démarrer quelque chose, mais il faut voir quel est au long terme mon trajectoire. Et il y a une phrase typique qu'on utilise un peu partout, c'est de dire, oui, il faut think big, start small, scale fast. Mais avant tout, démarre. Bien, alors ok. Donc on ne commence pas par se poser la question sur les technologies employées, mais tout un mindset de transformation digitale à mettre en place, la capacité à savoir faire des diagnostics en interne et à savoir voir où est-ce qu'on veut arriver pour ensuite passer aux briques technologiques. Dans une entreprise agroalimentaire, Bart, et puis même dans beaucoup d'industries, la majeure partie des équipements, des machines sont fournis par des prestataires externes. Mais quel type de questions doit se poser une telle entreprise pour se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire moi-même, chez moi, en interne, pour me digitaliser, Bart? Ouais. Correct. Comme
Si je suis une firme finale, utilisateur final, j'ai peut-être 15 ou même 20 différents constructeurs de machines qui ont livré leurs machines, peut-être déjà avec un historique de 20 ans, 30 ans, etc. Alors, comment est-ce que je interconnecte ces différents éléments? C'est clair, ce n'est pas si facile toujours, car parfois, ces constructeurs de machines ne sont plus, ou ils ne sont plus là, ou le source n'est pas là, etc., etc. Mais petit à petit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de push-pull principe. J'avais déjà mentionné la standardisation. Standardisation, c'est vraiment la base de digitalisation et ça simplifie la digitalisation d'une manière énorme. Et que sur le marché, il y a pas mal de standards qui vous aident à simplifier, de mettre tous ces composants et de les interconnecter, de les mettre dans un grand réseau. Et c'est quand même quelque chose, si on parle des données, c'est très bien, mais il faut que ceci ne devienne pas une tâche manuelle. On n'est là pas pour augmenter le travail, on est là pour simplifier et interconnecter les données. Et ça veut dire que les constructeurs de machines, d'une partie, devraient être compliant avec un certain standard, et d'autre côté, peut-être que vous, dans votre spécification suivante, que vous allez vraiment mentionner ces standards pour être certain que peut-être aujourd'hui, il y aura encore un travail intermédiaire à faire pour récolter des données, mais que pour le suivi, que vous allez simplifier cette tâche. Mais on voit aujourd'hui pas mal de clients dans l'agroalimentaire qui déjà prennent des actions aujourd'hui dans leur infrastructure de base pour mettre tout en réseau, car honnêtement, ceci sont les fondations de votre installation. Et il y a des solutions rapides, car ça c'est un peu l'idée aussi de Industrie 4.0. Est-ce que je suis capable d'avoir des projets bien isolés, mais qui m'apportent dans un scope de 1 ou 2 semaines directement une certaine valeur, sans grand coût d'investissement? Et ça, aujourd'hui, est devenu possible, pour dire, OK, je fais un petit dashboard d'énergie pour faire du monitoring sur la consommation de ma ligne de production. Ça sont des choses qui, selon software, sont faisables dans un scope de quelques jours même. Mais le message clé est qu'il y a plein d'opportunités, et pour tout le monde, ce sera différent. Chacun, son infrastructure, l'historique est différent, ce qui fait que la démarche, ou le point de démarrage en tout cas, sera différent. Mais il faut oser de démarrer. Car il y a certainement assez de retours d'investissement possibles, mais la méthodique de travailler sera différente à ce qu'on a fait typiquement. C'est-à-dire que typiquement, on avait une définition d'un projet avec des spécifications bien décrites, qui sont typiquement des projets d'une durée de je sais pas, 9 mois pour mettre en œuvre. Aujourd'hui, on parle de vraiment attaquer des projets par une approche agile, avec du Scrum, avec des sprints, pour avoir des résultats à court terme. Et après, aller évoluer, ça m'a apporté quelque chose? Oui, super, je vais élargir, je vais enrichir. Si d'une manière ou l'autre, ce n'était pas optimal, on va voir qu'est-ce que je devrais faire. Je annule ou je m'adapte. Et ça, c'est quelque chose que dans ce temps officiel, s'adapter, c'est vraiment la force optimale pour faire de la digitalisation. Merci beaucoup, Bart. Sibeth Souda, on va revenir. Alors tout à l'heure, on a bien compris, vous avez donné les deux concepts de maintenance, la maintenance curative, la maintenance préventive. On a abordé la smart maintenance et son importance dans le futur. Est-ce qu'il y a de réelles opportunités aujourd'hui sur le marché marocain sur la maintenance, justement? En fait, si on considère la maintenance comme étant prédictive, donc 4.0, elle devient une source de revenus. Donc les opportunités sont illimitées, parce que ça fait gagner de l'argent, ça permet d'anticiper les arrêts de production, ça permet de planifier l'organisation de travail, etc. L'autre bénéfice, c'est que ce qu'on a pu voir pendant le premier confinement, c'est que beaucoup d'industriels agroalimentaires ont été sous pression. Ils ont travaillé 24 heures sur 24, et donc ils n'ont pas pu
faire leur maintenance régulière, on va dire. Et donc, on les a accompagnés sur ce volet-là. Et donc, pour pouvoir prédire. Et donc, on est rentré dans un cycle vertueux de sensibilisation, de formation, comme l'a dit Sidaoudi tout à l'heure, avec les équipes techniques. Et parce que finalement, nous, producteurs, on connaît nos produits, on sait les fabriquer. Il y a des cycles de R&D, d'ingénieurs qui vont les tester, mais il n'y a pas mieux qu'un utilisateur pour faire remonter les vrais problèmes. À partir de là, quand il y a une discussion, quand il y a un échange, finalement, les opportunités sont vers le rallongement de vie d'utilisation. Et donc, ça permet aux industriels d'investir moins, d'avoir une meilleure rentabilité. Et donc, tout à l'heure, Bart, il avait parlé de l'industrie 4.0 qui est une démarche top-down. Ben, la maintenance, c'est l'inverse. C'est d'en bas vers le haut. Ça permet les utilisateurs d'avoir vraiment un cercle vertueux ça sera un vivier de connaissances qui, naturellement, le management va pouvoir migrer vers une industrialisation 4.0. Et donc, les opportunités sont infinies parce que ça permet de mieux gérer, d'un point de vue direction générale des industriels, de mieux gérer les investissements, d'avoir une meilleure perspective. Et d'un point de vue opérationnel, c'est planifier les arrêts, planifier les maintenances. Et donc, nous, notre démarche, autant chez SEW, c'est aller voir un industriel et lui dire, écoutez, quelle est votre ligne stratégique de production? Et à partir de cette ligne, on va aller avancer à sa vitesse. On ne va pas aller venir de dire, il faudrait faire tout le programme de A à Z. En fonction de sa maturité, en fonction des équipes qu'il a, on va aller l'accompagner pour que la démarche soit dans la durée. Donc, Dominique, tout à l'heure, il avait parlé de Drive Radar avec plein de capteurs, mais on peut aller de manière progressive vers un suivi global de la maintenance. Et donc, naturellement, les opérateurs industriels vont aller vers l'industrie. Et donc, juste pour rebondir sur M. Daoudi, vous avez dit, on aura maintenant, on produit ici, mais c'est en Allemagne qu'ils vont aller monitorer, suivre nos outils de production. Ben, je vous dis qu'au Maroc, à Casablanca, on va pouvoir le faire pour vous. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a anticipé un problème, vu qu'on est local, on va pouvoir intervenir 24 heures sur 24. Et donc, puisque les industriels, que ce soit les membres de la FENAGRI ou Coutubier, vous travaillez 24 heures sur 24. Donc, pour eux, c'est une anticipation d'un arrêt de production. Et donc, c'est des coûts directs par rapport à leurs bénéfices. Et donc, finalement, les opportunités, c'est d'avoir une compétence locale. C'est vrai que l'Allemagne, historiquement, elle a développé, elle a inventé l'industrie 4.0, mais aussi, nous, au Maroc, avec nos spécificités. Et c'est une fierté qu'on en va voir à des clients. Il y a une compétence technique auprès de la maintenance. Les gens connaissent très bien les outils de production. Ils savent quand il y a un problème, comment essayer de travailler. Donc, imaginez, avec ces atouts, s'ils sont formés sur une digitalisation, s'ils sont formés vers une anticipation, le Maroc va rayonner encore plus d'un point de vue hub régional et on va pouvoir faire profiter nos amis subsahariens ou régionaux de notre expertise. Et donc, finalement, tout le but de cette conférence, c'est le transfert des technologies de l'Allemagne vers le Maroc. Là, je pense que vous êtes tous d'accord que c'est déjà entamé. Idéalement, maintenant, à nous de prendre les choses en main pour pouvoir faire propager l'information et le savoir vers les autres pays. Sifloun, alors vous nous avez donné un aperçu du secteur, des opportunités d'investissement qu'il y avait, mais aujourd'hui j'ai une question toute simple, c'est quels sont les principaux challenges pour que ce secteur se développe de la meilleure des manières, alors en post-Covid et puis dans les années à venir? Nous sommes conscients du fait que nous vivons dans un marché mondialisé. Donc, l'amélioration de la compétitivité, c'est un acte qui est continuel. Parce que innover, si on n'innove pas d'une façon régulière, on risque de ne pas exister, de ne pas survivre. Donc, je pense également que cette transformation industrielle ou bien cette quatrième génération industrielle, pour nous, c'est un levier. C'est un levier
Et c'est un levier pour améliorer la compétitivité de notre industrie. Nous vivons, c'est-à-dire d'ici peu, il y aurait plus de barrières douanières. Nous sommes déjà confrontés à des barrières, ce qu'on appelle des barrières non tarifaires, liées à la qualité sanitaire des produits. Mais il y aurait d'autres barrières qui sont dans l'horizon, des barrières empreintes environnementales, barrières empreintes carbone, d'autres barrières. Et cela, c'est-à-dire nous impose, c'est-à-dire une amélioration et une adoption, je dirais pas rapide, mais progressive de ces nouvelles technologies d'information et de communication. Parce que ça va permettre à notre entreprise de gagner sur toute la chaîne de valeur. Ça, c'est très important, parce que quand on parle de transformation industrielle, c'est tout l'écosystème. Sinon, c'est-à-dire ça ne sera pas efficient. Et l'opérateur économique national, grâce à cette transformation technologique, pourrait, c'est-à-dire gagner sur l'utilisation de la matière première, gagner sur ce qui est, c'est-à-dire véracité de la qualité nutritionnelle du produit, gagner sur, c'est-à-dire sur tout ce qui est, c'est-à-dire pas technique, mais composantes logistiques et distribution. Et également, un autre aspect très important, c'est, comme il a dit c'est Bensouda, c'est Daoudi, c'est l'aspect organisation client. Cet aspect-là également, les nouvelles technologies vont permettre, c'est-à-dire vraiment d'être efficient et d'être compétitif. Et on n'a pas le choix. In fine, on n'a pas le choix. C'est vrai, c'est progressif. Au niveau de notre industrie, nous sommes très fiers. Il y a déjà des leaders qui adoptent ce concept ou cette trajectoire de transformation industrielle. Mais la plupart, comme il a dit M. le ministre, donc ils sont là pour être accompagnés, pour être appuyés pour adopter ce concept-là. Merci Siflon. Je vais finir avec vous, Sidi Aoudi, et c'est vrai que j'ai une question qui est très simple. Vous êtes lancé dans ce grand chantier d'amélioration, de digitalisation. Si vous avez quels sont les points clés de réussite ou facteurs clés de succès pour mener à bien l'implantation de ce projet? Je vais dire une chose, c'est que tout à l'heure, M. Bard, il a dit une phrase, démarre. Oui. Démarre, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il faut avoir cette volonté d'entamer ce challenge. Et également, ce challenge, il est donc tributaire d'un certain nombre de points, notamment, c'est le dirigeant, c'est-à-dire le patron. Ici, notre patron, il a cette approche visionnaire. Il n'attend pas à ce qu'il n'y ait pas donc, un changement où on n'en a pas peur de changement qui va être opéré au niveau de notre secteur. Déjà, en interne, nous avons toute une équipe informatique. Je vous salue ici parce qu'il a donné un effort considérable concernant cette approche de digitalisation. Et en termes, lorsqu'on a senti ça au cours du Covid, lorsque les gens travaillent en télétravail, et également dans ce travail des commerces. Mais il faudrait, pour pouvoir que tout le monde s'insère dans cette approche, il faut qu'il y ait de la part de l'État du soutien concernant le financement en termes de ces approches. Et en plus du financement, surtout parce qu'il va y avoir des machines en termes de digitalisation, et c'est tout un tas de choses qui est derrière. Et pour également réussir, il faudrait que les ressources humaines soient en phase avec cette approche de digitalisation. Mais ça, c'est le vœu de la direction générale, de manière à pouvoir les mettre en phase. Il faut qu'il y ait donc des formations, de manière parce que nous sommes dans une génération qui est habituée pendant 30 ans à pratiquer des choses tout au long de sa carrière. Le fait qu'il soit devant, qu'il soit connecté et avoir quelque chose de smart, il va être handicapé. Donc nous allons piloter et on pilote déjà un certain nombre de personnes
dans ce sens pour que ça donne des fruits escomptés et demandés au niveau de la direction générale, surtout atteindre les objectifs surtout de vente. Et merci. Merci beaucoup, Sedaoudi, Seyfulloun, Sibensouda d'avoir été avec nous. On clôt ce premier panel sur le secteur de l'agroalimentaire. Merci Bart, Dominique d'avoir été avec nous. Thank you so much, Dominique, for being with us today. Merci Bart d'avoir été avec nous à distance. On clôt ce premier panel. Comme promis, on va faire une petite pause de 5-6 minutes, le temps de désinfecter la scène, de se connecter avec les prochains participants. Restez connectés, on se retrouve dans 5-6 minutes maximum. Merci à vous et à tout de suite.